Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour un top et flop film 2020. Alors vous n'êtes pas sans savoir que 2020 a été une année particulière et spécialement donc pour le cinéma. Donc étant donné que je n'ai pas pu aller énormément de fois au cinéma à cause du contexte sanitaire, j'ai donc vu beaucoup moins de films que les autres années et j'en ai vu au total une vingtaine. Les 2/3 je les ai vus au cinéma et un tiers a été vu directement sur les plateformes de streaming telles que Netflix ou Disney+. Le but de cette vidéo est de vous donner les films que j'ai le moins aimés de cette année, très rapidement parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais surtout mon top 5 des films que j'ai le plus aimés cette année, en espérant qu'ils vous plaisent. Je rappelle que c'est un classement purement subjectif, votre top sera sûrement différent du mien et votre flop aussi, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite d'ailleurs à partager votre top dans les commentaires. Donc commençons sans plus tarder en commençant par les flops. Cette année, dans la vingtaine de films que j'ai vus, je retiens que 2 films qui m'ont soit déçu, soit je ne les ai pas appréciés. Et le premier, il s'agit de Bloodshot. Vous me contrôlerez pas indéfiniment. Vous en êtes sûr? La vengeance est ce qui rend les hommes dans votre genre exceptionnels. Alors Bloodshot, c'est pas un film que beaucoup de gens attendaient, étant donné que c'est un simple film d'action assez lambda de base, mais c'est un film qui me plaisait bien et que je me disais ça peut être un film d'action sympathique. Sauf qu'il est sorti directement sur Amazon Prime Video, puisque la pandémie a commencé au moment où ils avaient prévu de programmer le film, et même si j'avais en soi pas beaucoup d'attentes, il m'a quand même déçu, et c'est dire à quel point le film a des problèmes. Déjà, l'un des plus gros problèmes du film, c'est son acteur principal, à savoir Vin Diesel, parce que même si je l'apprécie dans la saga Fast and Furious, il n'empêche que dans la plupart des autres films dans lesquels il intervient, j'ai du mal avec son jeu d'acteur. Il essaie de faire un peu ce petit côté Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ce petit côté je fais toujours la gueule, mais le problème c'est qu'il en abuse, et du coup sa palette d'émotions est très peu variée, et du coup c'est souvent redondant. Mais au-delà de ça, la mise en scène est plus que classique, même les scènes d'action ne sont pas là pour rattraper le long métrage, car même si une scène d'action m'intriguait pas mal au niveau de sa bande-annonce, celle qui se passait dans le tunnel, au final, elle est plutôt lente et ralentie par le fait qu'elle se passe justement en ralenti, et qu'il y avait beaucoup plus de possibilités d'action avec un personnage qui peut carrément exploser de l'intérieur et se reformer, et on aurait pu faire beaucoup plus de choses qu'un seul plan durant cette scène. Il y a une seule scène que je trouve pas trop mal, qui est la scène d'action finale, qui se passe dans un ascenseur, puis ensuite dans la rue, que je trouve là pour le coup qu'on utilise pas mal les potentiels d'action, même si ça reste encore une fois très limité. Mais sinon le scénario est ultra bateau et c'est dommage parce que je sais qu'ils avaient prévu de faire tout un univers partagé, je me rappelle plus du nom, mais ça avait l'air plutôt intéressant, et ils ont décidé de ne pas l'exploiter, et c'est dommage, même s'ils ont prévu une suite, qui peut être pas trop mal, parce qu'on a quand même pas mal de potentiel, je suis pas sûr qu'elle va être capable de rattraper ça. Bref, c'est un film que j'ai rapidement oublié, mais je pense que ça fait partie des flops de cette année. Et le deuxième flop de cette année, à mon sens, c'est Peninsula. Peninsula, j'en ai déjà parlé dans une autre critique que je vous invite à voir, mais oui, c'est très loin du résultat du premier volet. On n'a plus du tout cette tension horrifique qu'on avait dans Dernier Train pour Busan, avec cette idée toute bête de passer l'action dans un train, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de scènes de pure tension, qui n'étaient pas non plus à tomber par terre, mais voilà, il y avait quelque chose. Alors que là, Peninsula, oubliez le suspense, oubliez les moments de tension, il n'y en a plus. C'est un gros défouloir un peu à la Fast and Furious, notamment dans les scènes de poursuite en voiture, qui sont absolument horribles en termes d'effets spéciaux. En fait, ils font clairement très jeu vidéo, et ça n'a clairement pas sa place dans un film. Les scènes de nuit sont pas trop mal la plupart du temps, mais aussi parfois carrément horribles également au niveau de l'éclairage, surtout l'éclairage du film est horrible. Les acteurs sont parfois convaincants, parfois dans le surjeu total, mais bon, c'est le style sud-coréen, et c'est pas un style que j'apprécie forcément. Bref, Peninsula, aussitôt vu, aussitôt oublié, même si j'ai bien aimé la séance puisque je l'ai vu au Festival de Deauville et c'était très agréable, il n'empêche que le film était plutôt moyen, voire mauvais. Voilà, on s'est débarrassé de ce dont je ne voulais pas parler. Maintenant, on va passer au plus intéressant, le top. En 5e position, Tenet. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet.
Alors Tenet, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé et je peux tout à fait comprendre, c'est un film assez compliqué et on peut y voir certaines incohérences, je sais que pas mal de personnes ont vu des incohérences et peut-être qu'il y en a, je n'ai pas revu une deuxième fois donc je peux pas vous dire, mais il n'empêche que moi j'ai pris mon pied mais à un point que vous n'imaginez même pas, je vous mets le lien de la critique, c'est un peu plus développé, mais oui, Tenet, j'ai adoré. Peut-être parce que le fait que c'est un film de Christopher Nolan m'a aidé, possible. Mais même au-delà de ça, j'ai vraiment adoré le film pour ses scènes d'action qui sont carrément bien filmées, et je sais que pas mal de gens disaient que les scènes d'action de Christopher Nolan étaient parfois pas très bien filmées. Bah dans ce film, il vous prouve le contraire, il sait filmer l'action, il y a aucun souci. Les scènes d'inversion temporelle sont également de pure niche d'idées de mise en scène, il y en a plein. J'adore toutes les scènes qui se passent dans un style d'inversion temporelle, la scène du combat dans le couloir, la scène sur l'autoroute, la scène de l'avion, il y a plein de scènes comme ça qui sont marquantes de par leur visuel. Et même l'histoire en elle-même, je la trouve sympathique. Après, je comprends que certaines personnes trouvent que les personnages ne sont pas très... Enfin si, ils sont charismatiques, mais ils n'ont pas de background, si je puis dire. C'est-à-dire que le personnage principal n'a même pas de nom. Dans le film, on l'appelle le protagoniste. Donc ça peut faire peur à certaines personnes qui se disent bah il a aucune personnalité, je vais pas suivre un gars, je ne sais pas qui c'est. Et là, c'est vrai que Christopher Nolan a souvent il a l'habitude de faire ce genre de choses. Et ça peut être problématique pour les personnes qui veulent une histoire avec des personnages forts. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'ai cherché, donc j'ai pris mon pied, j'ai adoré. Il y a encore une fois le lien de la critique si vous voulez voir, je vais pas plus développer, mais moi, j'ai adoré. En 4e position, Underwater. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. Underwater, c'est un thriller horrifique de science-fiction qui nous propose de suivre un groupe de scientifiques qui vont essayer de survivre dans une base sous-marine à la dérive. Mais le problème, pour remonter à la surface, ils doivent atteindre des vaisseaux qui sont à l'autre bout de cette station, et dans cette station, il se trouve qu'il y a également des créatures plutôt anormales. Alors le film est un peu passé inaperçu, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un excellent film. C'est un film déjà qui se vaut pour son ambiance qui est totalement folle, les scènes de sortie dans l'eau, dans le fond marin sont incroyables. Je suis désolé, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, le noir total qu'il y a dans le fond de l'océan est vraiment flippant. Et même si je n'ai pas une peur particulière des fonds marins ou de la claustrophobie, il n'empêche que la manière de le mettre en scène dans le film m'a limite fait ressentir cette peur. On va parler de trucs après, mais c'est surtout ça, pour moi, l'essentiel de ce film, c'est une ambiance complètement dingue, et franchement, le voir au cinéma, c'était quelque chose, et peut-être que j'aurais pas autant apprécié si je l'avais vu à la télé, et donc pas immergé dans cette ambiance. Je précise bien sûr que ce n'est pas un film qui est traumatisant non plus, je n'ai pas été marqué ou choqué par le film, mais je veux dire que c'est un film où il y avait de la tension, quoi, j'étais un peu tendu, donc ça fait le job. L'histoire est assez simple, il est vrai, sauf qu'il est porté par des personnages qui, oui, sont un peu clichés, mais vu qu'ils sont joués par des acteurs impliqués, notamment Kristen Stewart et Vincent Cassel, et ça fait plaisir de voir un acteur français jouer dans un film d'une telle ampleur, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, peut-être même que Tenet objectivement reste meilleur, mais j'avoue que le film m'a marqué par son ambiance, et donc je vous le conseille de le regarder dans les meilleures conditions possibles. Avec un casque, ça doit être pas mal. En 3e position, En avant. Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non. Toi, t'es mort! Bon bah Pixar, vous savez maintenant que j'adore, je vous mets le lien du top 5 films Pixar que j'ai fait, et vous voyez très bien à quel point Pixar ça a une place très importante pour moi, et donc forcément j'attends chaque projet qui sorte chaque année, et là du coup, En avant, je suis allé le voir au cinéma, et c'était super bien. C'est un film très original qui peut être comparé sur certains points au film Bright qui est sorti sur Netflix, mais qui était beaucoup moins bien, soyons honnêtes, mais qui avait à peu près la même idée, mais sauf que là il y avait des humains, mais c'était l'idée de dire que les créatures magiques étaient insérées dans un monde réel. Mais encore une fois là c'est beaucoup mieux traité, il y a beaucoup plus d'idées. Il y a les fées junkies, il y a la Minotaur Barman, bref, il y a plein de personnages secondaires, encore une fois haut en couleur, j'adore dire cette expression pour Pixar, mais c'est vrai, c'est tout le temps haut en couleur. L'animation est de plus en plus bluffante au niveau des textures de la peau et des paysages, c'est absolument magnifique. La musique est de bonne qualité, même si j'avoue ne pas me souvenir d'un thème particulier, donc ce n'est pas non plus mémorable, mais dans mes souvenirs ça passait bien. La mère des deux frères est géniale et super attachante et courageuse, et ça fait plaisir de voir un personnage comme ça.
Les deux frères ont une excellente alchimie et le voyage qu'ils vont faire avec les jambes de leur père est super touchant et plein de scènes mémorables. La meilleure scène du film est sans doute la scène du carnet, pour ceux qui l'ont vu vous comprendrez, qui est super poignante, qui nous fait comprendre le message du film que je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui est très important et je pense que ce film a dû toucher certaines personnes beaucoup plus, étant donné le thème du film. Bref, en avant c'était super bien, c'est un univers qui regorge d'idées, une relation entre ces deux frères qui est super touchante et une fin limite larmoyante. Je n'ai pas non plus pleuré, mais j'étais pas loin. Maintenant, passons au numéro 2. En deuxième position, 1917. Il faut continuer. Viens. Vous n'y parviendrez jamais comme ça, caporal, vous êtes cinglé. Alors pour tout vous dire, de base j'avais prévu de mettre 1917 en première place. Mais j'ai vu un film plus récemment qui m'a... Et ça je ne sais pas encore parce que vu que je l'ai vu récemment, j'ai encore des doutes, mais je pense qu'il va me marquer plus à l'avenir. Donc, même si c'est en deuxième position, sachez que c'est limite premier, ça se joue vraiment à pas grand chose. Bref, parlons de 1917. 1917, c'est ma meilleure expérience cinéma de cette année. Pour un film de 2020. Bon, vous allez me dire, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma, j'en ai quand même vu une dizaine, donc c'est déjà pas mal de si c'est en première place. Mais effectivement, à la fin de la séance, je suis resté assis sur mon siège pendant au moins 5 minutes à me demander qu'est-ce que je viens de voir. C'est un film qui va d'abord se démarquer par sa mise en scène, car si vous le savez, le film est un plan séquence, c'est-à-dire que le film commence et se termine sur le même plan. Bon, en vérité, le film utilise beaucoup d'artifices pour nous faire croire à un plan séquence, alors qu'en fait, ce n'est pas un vrai plan séquence, attention, mais c'est super bien fait, on ne voit quasiment jamais les coupures, on peut les deviner, mais ça ne se voit pas. Et ce qui est fou avec ce plan séquence, c'est qu'ils arrivent à alterner les scènes d'action et les scènes intimistes dans des décors absolument magnifiques, sans qu'on ait l'impression que ça ait changé véritablement d'endroit, on a vraiment l'impression qu'on suit le soldat. Et c'est complètement dingue de voir à quel point leur mise en scène est millimétrée. Donc d'un point de vue mise en scène, le film est quasi parfait, il y a vraiment quasiment rien à dire, mais la majorité des spectateurs ont dit que le film est effectivement d'un point de vue technique irréprochable, mais le problème c'est que ce point de vue technique passe au-dessus de la narration. Et je ne suis pas d'accord. Effectivement, le fait de suivre deux personnages en plan séquence peut amener à des longueurs. Effectivement, il peut y en avoir 2-3. Mais le problème c'est que il faut se poser la question de est-ce que ces longueurs sont peut-être volontaires. Le but est après tout de nous immerger dans la vie de deux soldats anonymes, et bel et bien anonymes, c'est pas des acteurs qu'on a l'habitude de voir. Et le petit coup de génie de la part du directeur de casting, c'est d'avoir casté des acteurs très connus pour jouer des généraux. Donc il y a Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth, mais qui jouent des généraux. Ce qui fait que vu qu'on les connaît, c'est des acteurs très connus, quand on les voit en généraux, on voit qu'ils ont du charisme, ils en imposent. Donc c'est effectivement à eux qu'il fallait donner ces rôles. Par contre, nos deux soldats anonymes, si je puis dire, c'est pas des acteurs qu'on a vus. Du coup, on se dit que c'est des personnes lambda. Et c'est un excellent choix de casting parce que mettre quelqu'un de connu à la place de ces soldats aurait posé problème. Mais du coup, et en effet, suivre ces deux personnages évoluer durant toute l'histoire, parce que vu qu'on est au plus près d'eux, on les voit évoluer, et notamment la scène de fin où j'ai vraiment failli pleurer parce que c'était d'une beauté, tout était parfait, la musique de fin, la musique dans la scène de fin où il se couche, où il se met devant un arbre, ou pour un coucher de soleil, sans trop en dire, et bah j'étais vraiment au bord des larmes, je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais rien, mais je savais juste que ce film allait me marquer pour très longtemps. Donc oui, 1917 c'est un film que j'adore, mais à un point vous n'imaginez même pas, mais il n'est pas premier. Et pour tout vous dire, moi-même je ne suis pas sûr du fait qu'il soit en deuxième place, parce que même si le premier, vous allez le voir, je l'ai adoré aussi, on verra si à long terme ces deux places changeront, même si je pense que le premier me gardera longtemps parce qu'il parle d'un sujet qui me tient un peu plus à cœur que 1917. Bref, arrêtons ce suspense, voici mon film préféré de 2020. En première position, Saul. Consacre chaque minute de ta vie à cultiver ce qu'il y a de mieux en toi. Ta force, ta passion. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là, et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner, pourquoi? Ça vaut le coup d'aller voir. Décidément, Pixar, ils ont fait fort cette année. Bah oui, ils ont fait 2 films, les 2 sont dans mon top. Félicitations. Non, plus sérieusement,
Saul, ça a été une claque. Je ne m'y attendais pas, surtout le fait de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce que oui, vous le savez, Saul est sorti directement sur Disney+, en raison du contexte sanitaire. J'en avais un petit peu parlé sur mon compte Instagram, où je trouvais ça totalement scandaleux de ne pas le sortir au cinéma, même si je comprends l'idée, c'est-à-dire de donner à Noël, comme ça tout le monde peut le voir, c'est bien, mais ce film a été pensé pour la salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est la meilleure expérience, et c'est dommage que je n'ai pas pu le voir dans ces conditions, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne savais pas si j'allais le mettre deuxième ou premier. C'est que si je l'avais vu au cinéma, je l'aurais mis premier direct, parce que j'aurais été accroché au film, mais là je l'ai vu sur ma télé avec un casque, ce qui n'est pas forcément le mieux comparé à une salle de cinéma. Mais bref, même si je l'ai vu sur ma télé, il n'empêche que quand c'est un bon film, c'est un bon film. Saul raconte l'histoire de Joe Gardner, un pianiste qui est un professeur de musique, qui après avoir dégoté le rôle de sa vie, si je puis dire, va mourir, oui, c'est pas très joyeux, et se retrouver dans le grand avant, une sorte de paradigme qui se passe avant qu'on naisse, car tout simplement, c'est là que les personnalités des personnes se créent. Il va donc devoir, en compagnie de 22, une âme qui ne veut pas aller sur Terre, retourner sur Terre afin de faire son spectacle. Bon, honnêtement, je l'ai pas très bien expliqué, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est pour pas trop en dire, parce qu'il faut que vous vous jetiez sur Saul, c'est une merveille. C'est définitivement pas un film pour enfants, honnêtement, Saul. Parce que même si c'est un style très enfantin et qu'il y a des blagues très drôles, même pour les enfants, l'histoire, les enfants ne la comprendront pas, honnêtement. Mais moi, ça me dérange absolument pas que ça ne soit pas pour enfants. Parce que les films d'animation, encore une fois, ça n'a jamais été que pour les enfants, il faut le rappeler. Bref, Saul, c'est un film que j'ai vu 2 fois depuis sa sortie. La première fois, j'avais bien aimé, je savais que ça allait être dans mon top 5, que c'était excellent, mais je pensais qu'il serait 4e, 3e, pas plus. Puis je l'ai revu une 2e fois, en sachant le message du film, parce que oui, le film était assez complexe lors du premier visionnage, et ça prouve bien que les films d'animation c'est pas forcément que pour enfants, mais lors du 2e visionnage, quand j'avais toutes les clés pour comprendre le film, tout s'est révélé. Tout est quasiment parfait dans ce film. Encore une fois, je n'ai pas réussi à pleurer, mais ce n'est pas grave, ça veut pas parce que je ne pleure pas que c'est un mauvais film, c'est pas un film touchant, c'est juste un film qui m'a donné envie de vivre, et ça c'est le plus important. Encore une fois, après en avant, l'animation augmente encore plus de qualité, et là on atteint le summum, c'est magnifique, les scènes dans New York sont absolument splendides, même les scènes dans le grand avant qui sont un peu plus abstraites, mais c'est normal, c'est pas un monde qui est réaliste, mais les scènes qui sont dans le monde réel sont absolument bluffantes au niveau des lumières, surtout la scène, pour ceux qui l'ont vu, où Joe Gardner va rentrer dans une pièce et va découvrir celle qu'elle idolâtre. Il y a une lumière spéciale sur le saxophone, je crois que c'est un saxophone, qui est absolument limite surnaturel, c'est très bizarre mais c'est splendide à regarder. Les musiques de ce film sont géniales, encore une fois ce n'est pas dans le sens où c'est mémorable, genre je vais pas m'en rappeler toute ma vie, mais il y a une différence entre le monde réel, et où on entend beaucoup de jazz, parce que Joe Gardner c'est un passionné de jazz, et les scènes dans le grand avant qui utilisent plus des musiques pas techno, électro, peut-être plus électro, mais c'est super bien fait, c'est très subtil. À la limite, il y a le thème de Terry qui revient souvent, et que j'aime beaucoup celui-là. Ce petit mélange de notes qui sont très simples, mais qui fonctionnent super bien. L'un des points les plus surprenants de ce film, c'est que oui, il est surprenant. Je ne m'attendais pas à voir ça de ce film, mais il y a un rebondissement qui va arriver à peu près au milieu du film, que je vais pas spoiler bien évidemment, mais qui va changer la donne pour tout le film et qui va vous mener vers une autre histoire, parce que je pensais pas que le film allait me raconter ça, mais au final ça a été mieux que ce que je pensais. Le message du film, il est magnifique. C'est un film qui va te donner envie de vivre, et c'était pour ça aussi que j'ai envie de le mettre en première position, c'est que c'est un film optimiste, c'est que c'est un film qui va pas te dire que le monde est perdu, c'est un film qui va te dire profite de chaque instant de ta vie, profite de chaque minute, profite du vent, profite du temps, profite du soleil, profite de tout. Donc oui, Saul, c'est mon film préféré de 2020, et qu'est-ce que je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu au cinéma. Franchement, Disney, vous saoulez. Voilà, c'est la fin de ce top et flop film 2020, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de plein d'autres sujets autour de notre bon vieux cinéma. Salut!